Bonjour à tous. Donc, cette troisième vidéo va nous permettre d'aborder la séquence 3 de notre formation intitulée Savoir lire un bilan et un compte de résultats. Donc, pour rappel, sur les deux séquences précédentes, on a posé les bases, les fondamentaux. Donc, on a travaillé sur l'articulation entre le bilan, le compte de résultats et le TFT, tableau de flux de trésorerie. Et ensuite, on a zoomé sur une catégorie d'opérations particulières, donc les amortissements, les dépréciations et les provisions. Donc à ce stade, on a suffisamment d'informations pour pouvoir commencer l'analyse financière. Ouais. Alors sachant qu'en analyse financière, eh bien, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'entreprise est profitable? Alors, qu'est-ce que c'est que la profitabilité? Ben, c'est tout simplement la capacité de l'entreprise à générer des profits, des bénéfices, des résultats positifs. Ça, c'est vital, hein, puisqu'évidemment, si jamais l'entreprise n'est pas profitable, ben, ça veut dire qu'elle fait des pertes. Et donc, ben, si elle fait des pertes, ça veut dire qu'elle va cramer, elle va brûler de la trésorerie, du cash, pour financer ses pertes. Et donc, inexorablement, elle sera condamnée, hein, à terme. Les actionnaires ou les banques seront obligés de, entre guillemets, de siffler la fin de la récréation. Hein. Donc, la profitabilité, c'est vraiment la première condition essentielle, vitale, à vérifier en analyse financière. Alors, sachant que pour vérifier la profitabilité, pour analyser la profitabilité d'une entreprise, eh bien, on va s'appuyer sur ses comptes de résultats. Hein, donc les comptes de résultats, on l'a vu sur la première séquence, le CDR, c'est un tableau qui décrit l'activité, le business réalisé par l'entreprise au cours d'un exercice. Hein, sachant que sur un CDR, on raisonne en termes de charges ou de produits. Donc on va prendre des comptes de résultats, donc au minimum 2, voire 3 ou plus. Et on va analyser ces fameux comptes de résultats. Donc, on va calculer un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de comprendre la formation des bénéfices ou des pertes réalisées par l'entreprise. Alors, ces indicateurs sont regroupés au travers de deux outils. Donc, le premier qui est très connu, qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, les SIG. Alors, en fait, c'est des indicateurs qui sont donnés par le plan comptable général et qui vont nous permettre de comprendre la formation des résultats réalisés par les entreprises. Et puis, on va compléter ces soldes intermédiaires par un autre indicateur très important qui s'appelle la capacité d'autofinancement, la CAF. Hein, donc, à chaque fois que vous entendez parler de SIG ou de CAF, bah là, vous êtes en train de implicitement répondre à la question est-ce que l'entreprise est profitable? Alors ici, on a un petit exemple. Donc sur la partie gauche, on retrouve un compte de résultat. Et sur la partie droite, eh bien, on va calculer ces fameux soldes intermédiaires. Hein, donc le premier solde qui est calculé de manière ici simplifiée, ce qu'on appelle la marge brute. Hein, donc la marge brute, ici, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires, les ventes, et les achats consommés. Alors, l'idée est très simple, c'est de dire, bah, quand une entreprise fait des ventes, une entreprise fait du chiffre d'affaires, bah, c'est très bien, mais à la limite, c'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de savoir qu'est-ce qui reste de ce chiffre d'affaires, qu'est-ce qui reste de ces ventes, une fois qu'on a retiré les achats consommés. Hein, donc là, ici, on voit apparaître un premier indicateur tout à fait intéressant, donc, qui s'appelle la marge. Hein, donc, alors, marge brute, ici, par simplification. Hein. Dans la pratique, on peut décomposer entre marge commerciale pour les activités de négoce et une deuxième marge, marge brute pour les activités de production, en fait. Bon. Donc là, concrètement, quand je vends 60, que j'ai acheté 30, bah, en définitive, il me reste 30. Hein. Donc, j'ai gagné 30 000 sur mes ventes. Et ça, c'est très intéressant.
parce que ces 30 000, hein, donc cette marge brute, on va pouvoir l'exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires. Hein, donc on va calculer un ratio donc qui est tout à fait intéressant, hein, puisque là, ça veut dire que bah, quand l'entreprise fait une vente de 100 euros, en définitive, elle a gagné 50 euros. Hein, donc on est sur un total de 50 sur 100. Et du coup, ce ratio, cet indicateur, va faire l'objet d'une double comparaison. On va pouvoir le comparer dans le temps, hein, donc on va voir concrètement si ça monte ou si ça descend sur plusieurs années, hein. Généralement, on retient entre 2 et 5 ans. Et comparaison dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se benchmarker par rapport à des bases de données qui sont malheureusement la plupart du temps payantes. Hein, c'est-à-dire en fonction du code d'activité de l'entreprise, en fonction de sa taille en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs salariés, eh bien, on va les scanner, on va aller chercher dans ces bases les 10 principaux concurrents pour pouvoir calculer éventuellement une norme sectorielle. Donc on va se dire, OK, ben, par rapport à notre taille, par rapport à notre secteur d'activité, nous sortons un taux de marge de X%. Hein, donc ce type d'indicateur doit toujours faire l'objet d'une double comparaison. C'est comparaison dans le temps, comment il évolue sur plusieurs années, et comparaison dans l'espace, c'est comment nous on se situe sur l'indicateur par rapport à nos concurrents directs sur notre secteur d'activité ou par rapport à la moyenne du secteur. Hein. Donc ça, c'est des informations qui sont disponibles. Voilà, donc premier indicateur, la marge. Ensuite, deuxième indicateur, on va s'interroger de savoir qu'est-ce qui reste de cette marge une fois qu'on a rémunéré deux acteurs principaux de la vie de l'entreprise, à savoir l'État et les salariés. Donc, qui dit État dit impôts et taxes, et qui dit salarié dit frais de personnel. Hein, donc, sachant que dans les frais de personnel, on va prendre les salaires bruts et les cotisations patronales. Donc ici, on voit que l'État nous a coûté 6 000 euros. Alors attention, il y a souvent une confusion qui est faite. Dans les impôts et taxes, on ne prend pas l'impôt sur les sociétés. Hein, ce qu'on appelle l'IS, l'impôt société, il est calculé tout en bas. Ici, c'est tous les prélèvements obligatoires, hein, tous les impôts et taxes, sauf l'IS. Par exemple, ce qu'on appelle la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière, la taxe d'apprentissage, taxe sur les véhicules de tourisme, etc., etc. C'est tous les comptes 63 en comptabilité. Alors que l'IS, lui, c'est la racine 69. Voilà, donc ici on part d'une marge de 30 000, donc on a gagné 30 000 euros sur la vente de nos produits, mais une fois qu'on a retiré les 6 000 qu'on a versés à l'État et les 9 000 qui concernent le personnel, eh bien en fait on voit qu'il nous reste 14 000. Et ces 14 000 euros, ça porte un nom, ça s'appelle l'excédent brut d'exploitation, l'EBE, hein, ce que les anglo-saxons appellent l'EBITDA. Donc ça, c'est vraiment un indicateur de profitabilité qui est très suivi par les financiers, parce que là, on est vraiment, c'est le cœur du réacteur. Hein. Donc concrètement, ça correspond, le BE, à ce que l'entreprise a gagné sur son activité principale. Hein. Autrement dit, on n'est que sur les opérations d'exploitation. Et cet indicateur, il est pur. Hein. Autrement dit, il ne prend que des opérations qui vont impacter le cash, hein, du type produit encaissable ou charge décaissable. Donc, si jamais une entreprise dégage un EBE faible, voire négatif, bah, ça veut dire qu'il y a un gros problème hein, dans la société. Soit bah, ça veut dire peut-être que l'entreprise exerce son activité sur des secteurs qui dégagent des marges insuffisantes ou en déclin. Ou bien c'est une entreprise qui a des frais de personnel trop importants ou des frais généraux trop importants. Voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros problème hein, au niveau de l'organisation ou du business model de la société. Donc ça, c'est vraiment un indicateur très très suivi par les financiers. Et bah, cet EBE, cet indicateur, on va pouvoir également
l'exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires, hein. Donc, si on calcule 14 000 divisé par 60 000, eh bien, on va trouver un taux de BE de 23%. Alors, qui est tout à fait intéressant parce que là aussi, c'est très parlant, hein. Ça veut dire que bah, quand je fais 100 euros de vente, de chiffre d'affaires, bah, en fait, l'entreprise gagne 23 euros une fois qu'elle a payé ses impôts et rémunéré son personnel, hein. Donc, on est sur un ratio de 23 sur un total de 100. Et là aussi, cet indicateur, eh bien, on a dit qu'il allait faire l'objet, comme tous les soldes intermédiaires, il va faire l'objet d'une double comparaison. Hein, comparaison dans le temps, c'est comment il évolue sur plusieurs années, parce que ça monte, ça descend. Comparaison dans l'espace, c'est comment nous, on se situe sur cet indicateur par rapport à nos concurrents sur notre secteur d'activité. Voilà, troisième indicateur, donc très connu aussi, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, donc le REX, ce que les anglo-saxons appellent l'EBIT. Alors, comment passe-t-on de l'EBE au REX? Ben, en fait, on va prendre toutes les autres opérations qui sont en lien avec le métier de base, donc d'exploitation. En particulier, on va prendre les fameuses dotations, hein. Donc, on a vu sur la séquence précédente, donc il existait trois types de dotations, donc des dotations aux amortissements, dotations aux dépréciations d'actifs et des dotations aux provisions pour risque. Ouais. Donc ici, on a gagné 14 000 sur la pratique de notre métier de base, mais une fois qu'on a mis de côté 1 000 euros pour renouveler les investissements dans le futur, et une fois qu'on a anticipé des risques futurs en application du principe de prudence, eh bien en fait, on voit que le résultat d'exploitation est fortement négatif, hein, puisqu'il passe de plus 14 à moins 37. Et du coup, là, on comprend la distinction entre le REX et le BE. Hein, on comprend pourquoi les financiers vont plutôt s'intéresser à l'EBE, parce que, on l'a dit, le BE, lui, c'est un indicateur qui est pur. Hein, il ne prend en compte que des opérations qui impactent la trésorerie, qui impactent le cash. Alors que le résultat d'exploitation, lui, il mélange des opérations monétaires hein, qui nous viennent de l'EBE avec des ajustements purement techniques du type dotation reprise. Hein, donc ici, on le voit bien, une société peut sortir un résultat d'exploitation très négatif, très dégradé, alors que le BE, lui, était bon. Hein, peut-être que parce que bah, elle a beaucoup provisionné des risques futurs ou elle a amorti beaucoup, elle a réalisé beaucoup d'amortissements hein, sur des investissements. Donc c'est tout l'intérêt de sa décomposition, hein. Donc c'est éventuellement séparer le bon grain de l'ivraie, hein. Donc le bon grain, c'est le BE. L'ivraie, c'est le REX qui peut être minoré, voire augmenté artificiellement sous le jeu de ces opérations techniques hein, du type dotation reprise. Alors là, à ce stade, on a couvert la première partie du compte de résultat, à savoir toutes les opérations d'exploitation. Ensuite, on va s'intéresser maintenant aux opérations à caractère financier, hein. Donc, on a vu sur la première séquence que, bah, en fait, un compte de résultat était décomposé en trois niveaux d'activité, hein. Donc, le métier de base, donc l'exploitation, donc on retrouve au travers de la marge, de l'EBE et du REX. En dessous, les opérations financières, où là, on n'est plus du tout sur le même niveau d'activité, hein. Ce sont des opérations qui proviennent de la gestion de la trésorerie, hein. Donc, peut-être que l'entreprise a pris des participations dans le capital d'autres sociétés, et bah, du coup, peut-être qu'en fin d'année, on a touché des dividendes. Bah, du coup, les dividendes vont passer dans les produits financiers. Hein, ou alors on a fait des placements en bourse, hein, on a acheté des actions qu'on a revendues plus cher que ce qu'on avait acheté. Vous voyez, donc on dégage des plus-values qui vont être de nature financière. Vous voyez. À l'inverse, dans les charges financières, peut-être qu'on a contracté des prêts, et du coup, tout naturellement, il faudra rémunérer les banques hein, sous forme d'intérêts, hein, et du coup, les intérêts passeront dans les charges financières. Ou bien on a dégagé des moins-values sur des reventes de titres.
Donc là, on comprend bien l'intérêt de cette décomposition, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le métier de base. On est sur des opérations purement financières qui proviennent de la gestion de la trésorerie, la gestion du cash et la gestion du financement des investissements. Donc là, en l'occurrence, eh bien, on voit que la perte qui avait été réalisée sur le métier de base, hein, donc sur la partie d'exploitation, est intégralement comblée, financée par des produits à caractère financier. Ouais. De sorte qu'en définitive, eh bien, le résultat passe à zéro. Hein, moins 37 plus 37, donc on arrive à atteindre ce qu'on appelle le point mort, hein, c'est-à-dire le point d'équilibre. Alors, ce point ici d'équilibre est calculé par rapport à ce qu'on appelle le résultat courant avant impôt, hein, donc le RCI. Donc le résultat courant avant impôt, c'est celui qu'on dégage sur nos activités d'exploitation et sur nos activités financières. Hein, donc c'est un espèce de résultat un peu théorique que l'entreprise serait susceptible de réaliser chaque année s'il n'y avait pas d'éléments exceptionnels, ni de prélèvements obligatoires du type IS ou participation. Donc l'intérêt du résultat courant, en fait, c'est que c'est un résultat qui est reproductible, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne prend en compte que des opérations récurrentes, à savoir des opérations d'exploitation ou des opérations à caractère financier. Voilà. Et donc, ici, on voit bien l'intérêt de la décomposition. C'est une société peut sortir un très bon résultat courant, alors que peut-être que le résultat d'exploitation était mauvais. Hein. Donc, ça veut dire qu'elle a dégagé un résultat financier important, hein, notamment, on l'a dit, sur des placements ou des dividendes. Ou on peut avoir l'inverse, hein, une société qui dégage un résultat courant dégradé, alors que le résultat d'exploitation, lui, était bon. Ça peut peut-être vouloir dire que l'entreprise est fortement endettée et du coup, elle a payé beaucoup de frais financiers à ses banques. Hein, autrement dit, tout ce qu'elle gagne sur la pratique de son métier de base bah, va être absorbé pour rémunérer les banquiers. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de cette décomposition. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on gagne sur notre métier de base? Qu'est-ce qu'on gagne sur les opérations à caractère financier? Et enfin, dernier niveau, le résultat exceptionnel. Alors sachant que là-dedans, je vous l'ai dit, hein, il y a quasiment plus rien, hein, parce qu'il y a eu une réforme en comptabilité en 2025 et du coup, ce qui était traité avant en exceptionnel est maintenant remonté soit en exploitation ou en financier. Donc on peut conserver quelques opérations, notamment ce qu'on appelle les provisions réglementées du type amortissement dérogatoire ou PHP, provision pour hausse des prix, donc qui sont des mesures fiscales qui permettent aux entreprises de différer l'impôt en fait. Donc ça continue à être traité en exceptionnel. Ou des événements, ce qu'on appelle des événements majeurs et inhabituels, hein, c'est-à-dire des événements d'un montant très important et qui ne sont pas récurrents, hein, qui sont vraiment occasionnels. On peut continuer à les traiter en exceptionnel. Voilà, et du coup, bien, bon, mais s'il n'y a rien en exceptionnel, du coup, on va reboucler sur le résultat net. Hein, donc, le résultat net, c'est tout simplement le bénéfice ou la perte réalisée par l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Ouais. Donc, en fait, le problème, c'est que ce résultat net, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Hein, donc, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est important, c'est de comprendre sa formation. Hein. Donc, quand une entreprise réalise un bénéfice, la bonne question à se poser, c'est de quel type d'activité ça provient. Est-ce que ça provient d'opérations à caractère exceptionnel ou est-ce que ça provient d'opérations récurrentes? Et si ça provient d'opérations récurrentes, bah, de quel type de récurrence il s'agit? Est-ce que c'est notre métier de base, donc l'exploitation, ou les opérations financières? Hein, l'idée, c'est de gagner sur les deux tableaux. Hein, donc, dégager un résultat sur l'exploitation, mais aussi sur le résultat financier. Alors, il y a un exemple classique hein, qu'on retrouve
souvent en formation, c'est le modèle de la grande distribution, hein. Donc, distributeurs, par définition, vendent cash, hein. Quand vous allez faire vos courses dans les supermarchés, vous payez cash à la caisse, hein, vous passez à la caisse payer tout de suite, alors que les distributeurs payent leurs fournisseurs à 30 ou 60 jours, hein, de sorte qu'en fait, ils génèrent un flux de trésorerie important qui peut faire l'objet de placements pour générer des produits financiers, hein. Donc, ils gagnent une première fois, c'est sur la vente des articles, hein, donc sur la marge, et donc sur le résultat d'exploitation, et ils gagnent une deuxième fois, c'est sur le placement des excédents de trésorerie, hein, donc qui génèrent des produits financiers. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de cette décomposition, donc ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, les SIG. Enfin, pour terminer cette analyse de la profitabilité, eh bien, on peut compléter par un indicateur très connu, donc, qui s'appelle la capacité d'autofinancement. Donc, la définition de la CAF, c'est quoi? En fait, ça correspond au cash flow potentiel que l'entreprise a généré au cours d'un exercice comptable, hein. Donc, ce cash flow potentiel, alors, c'est pas véritablement du cash flow. On verra que le cash flow, il faudra attendre la présentation du tableau de flux de trésorerie, hein, pour le retrouver. Cash flow potentiel, c'est-à-dire, bah, ça correspond à ce que l'entreprise a gagné, en théorie, hein, a gagné ou perdu comme argent au cours de la période. Donc c'est un indicateur qui est très 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 important, au même titre que le BE ou les marges, hein. Si jamais une entreprise dégage une capacité d'autofinancement négative, bah, c'est très préoccupant, hein. Essayer de comprendre pourquoi. Alors, pour calculer cette fameuse capacité d'autofinancement, hein, en fait, la CAF, pour faire simple, ça correspond au véritable résultat dégagé par l'entreprise au cours d'une période, en fait, hein. Et donc, pour calculer ce solde, cette capacité d'autofinancement, on a à notre disposition deux méthodes. Donc, la première méthode, en fait, ce qu'on appelle la méthode additive, donc qui consiste à partir du résultat net, hein, donc le solde résiduel qu'on avait ici, hein, ou qu'on retrouve ici, donc dans notre exemple qui est à 0. Mais on se dit, attention, ce résultat net mélange des opérations qui impactent le cash avec des ajustements purement techniques du type dotation reprise, hein. Donc, je vous renvoie sur la séquence numéro 2 pour vous en convaincre. Donc les financiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont neutraliser l'impact de ces opérations techniques, hein. Donc les dotations, alors on a vu qu'il y avait trois types de dotations, aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions. Donc ces dotations, on va les reprendre dans le résultat, hein, pour neutraliser la charge. Et à l'inverse, les éventuelles reprises sur provision, sur dépréciation, seront déduites, hein, puisque les reprises ne constituent pas des produits encaissables, hein. Donc, on reprend les dotations et on retranche les reprises. Et du coup, ça nous donne la valeur de la capacité d'autofinancement, la CAF, hein. Donc là, l'idée, c'est de dire, pour de vrai, la société a gagné 51 000 euros. Donc, c'est ce qu'on avait retrouvé sur la séquence numéro 1, hein, sur la présentation des états financiers. Donc ça correspond au véritable résultat que l'entreprise a dégagé sur l'année, mais elle a mis de côté en toute légalité, elle a minoré son résultat, sa CAF, de 1 000 euros ici pour les amortissements, de 10 000 pour les dépréciations et de 40 000 pour les provisions, hein, de sorte qu'en fait, elle ne rend distribuable à ses actionnaires que zéro, hein. Ils ne pourront plus rien prélever comme dividende, parce que on considère que l'entreprise a besoin de cet argent, soit pour renouveler ses investissements dans le futur, ou pour se prémunir contre des risques, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant ici dans la méthode additive, c'est qu'on voit bien la différence entre le résultat comptable, qui est à 0, et entre guillemets le véritable résultat, donc la CAF, qui s'élève à 51 000, hein, qui correspond donc à ce que la société a potentiellement gagné comme trésorerie au cours de la période. Voilà. Alors,
Cette méthode additive peut être complétée par une autre méthode qu'on appelle donc la méthode soustractive, qui consiste à partir non plus du résultat net, mais de l'EBE. Donc l'excédent brut d'exploitation, qui, on l'a vu, ne prend en compte que des opérations qui impactent la trésor, hein, du type charge décaissable ou produit encaissable. Donc on part de l'EBE, ici donc de 14 000, et en fait on va compléter le calcul avec les autres opérations qui impactent la trésor. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, sous l'EBE, il y a des autres charges décaissables et des autres produits encaissables. Hein, par exemple, alors on ne prend pas les dotations et les reprises, parce que ça on a vu que par définition ça n'impactait pas la trésor. Par contre, dans le résultat financier ici, les 39 000, c'est des dividendes qu'on a encaissés durant la période, donc ça c'est un produit encaissable. Et les 2 000, ce sont des intérêts qu'on a versés aux banques, hein, pour rembourser des crédits. Donc ça, ce sont des charges décaissables. Hein, et puis on aurait pu en prendre d'autres en dessous, notamment l'impôt sur les bénéfices, la participation. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'opérations qui sont situées sous le BE, qui vont impacter la trésorerie. Vous voyez. Et donc là, ici, si on part de 14 000 de BE, plus les 39 de dividendes encaissés, moins les 2 000 d'intérêts, eh bien, en fait, on reboucle sur la capacité d'autofinancement à 51 000. Alors, généralement, on va faire les deux méthodes parce que ça permet de s'autocontrôler. Hein, donc, pour vérifier que le calcul de la CAF est bon. Et si jamais on a un écart entre les deux méthodes, bah, c'est qu'on s'est trompé quelque part, quoi. On s'est trompé dans les calculs, on a oublié une valeur, ou il peut y avoir des problèmes sur l'alias. Voilà, donc c'est c'est- c'est intéressant de pouvoir effectuer cet autocontrôle. Hein. Alors, on verra que la CAF, c'est un indicateur vraiment très, très, très important. Hein. Quand on présentera sur la 5e séance les tableaux de flux de trésorerie, les TFT, on retrouvera la CAF et on verra que la CAF a cinq grandes missions, quatre, pardon, quatre grandes missions. Tout d'abord, autofinancer la croissance de l'activité, hein, c'est-à-dire que on verra plus tard que les sociétés qui se développent, progression importante du chiffre d'affaires, vont avoir ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement qui, lui, va également augmenter, hein, de manière proportionnelle. Et du coup, ben, la première mission de la CAF, c'est de financer la croissance de ce fameux besoin en fonds de roulement, hein, ce qu'on appellera plus tard la variation du BFR. Ensuite, la CAF doit permettre d'autofinancer des investissements. Donc ce qu'on appelle des CAPEX, hein, en finance. Elle doit permettre également de rembourser le crédit des emprunts qu'on a contractés vis-à-vis des banques. Le capital, excusez-moi, le capital des emprunts. Alors, on prend juste le capital, hein, puisque les intérêts, charges financières, eux, sont déjà pris dans le calcul de la CAF. Hein, donc, rembourser du capital emprunté. Et enfin, on verra que la quatrième mission de la CAF, ça va être de verser des dividendes à nos actionnaires. Hein, donc, on verra, on retrouvera ces quatre grandes missions quand on présentera le tableau de flux de trésorerie. Voilà, donc en définitive, pour analyser la profitabilité d'une entreprise, hein, donc pour rappel, la profitabilité, c'est la capacité de la société à dégager des bénéfices, des marges, des résultats positifs. Hein, on a dit ça, c'est vital. Donc pour analyser la profitabilité, on va calculer les SIG et la CAF, et plus précisément, on va aller voir bah, les marges. Hein, donc il faut s'assurer que l'entreprise dégage des marges vraiment confortables, ça c'est vraiment très important. Ensuite, on va aller voir le BE. Hein, le BE, c'est véritablement ce qu'elle dégage comme résultat sur la pratique de son métier de base. Hein, donc c'est vraiment le cœur du réacteur nucléaire. Et enfin, on va aller voir la CAF. Hein, donc c'est vraiment les trois indicateurs clés à surveiller en termes de profitabilité. Donc si jamais une société dégage une CAF négative, ou un EBE négatif, ou pourquoi pas des marges négatives, hein, ce qui est complètement délirant sur le plan financier. Ça veut dire que concrètement, la boîte, elle vend à perte.
On le voit parfois, hein, on le voit parfois sur des analyses de start-up. Je me souviens d'une analyse réalisée au sein de la société Insect, qui a été placée en liquidation il y a peu de temps, où la boîte dégageait des marges négatives. Hein, c'est-à-dire concrètement, ils étaient censés vendre des grillons pour remplacer la viande. Le problème, c'est qu'ils vendaient à perte. C'est-à-dire que la farine qui était acheté pour nourrir les grillons ne couvrait même pas le prix de vente des grillons. Hein, c'est-à-dire que plus on vendait, plus on perdait, sans prendre en compte les salaires, sans prendre en compte les frais généraux, sans rien prendre en compte. Juste la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, le coût des farines, déjà, c'était mort en fait. Hein. Donc ça, c'est rarissime. Marge négative, on voit très rarement. Mais par contre, EBE négatif, ça peut arriver. Ça arrive malheureusement souvent, hein, donc sociétés qui sont en récession, sociétés qui sont en déclin, en perte de chiffre d'affaires, avec des marges qui sont attaquées, érodées, et puis une masse salariale qui est malheureusement fixe, donc ou des frais généraux trop importants, ou une boîte trop endettée. Donc voilà, on peut avoir des difficultés, soit au niveau de l'EBE, voire au niveau de la CAF. Vous voyez. Donc c'est vraiment trois indicateurs très importants à vérifier. Marge, EBE, CAF. Sachant que, bah, évidemment, pour augmenter la profitabilité d'une entreprise, bah, il n'y a pas 40 milliards de solutions. C'est essayer de trouver des secteurs d'activité sur lesquels il y a un avantage concurrentiel, notamment par l'innovation. Hein, on le voit, l'innovation constitue vraiment un facteur déterminant, donc investir dans les nouvelles technologies. Alors les Américains sont très forts hein, pour ça, notamment les fameux GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Hein. Voilà, donc la technologie, l'innovation permet de créer un facteur de différenciation. Du coup, on peut pratiquer des prix importants, on dégage des marges très confortables. Donc, il faut trouver des marchés porteurs en croissance sur lesquels on puisse marger, bien maîtriser la masse salariale, bien maîtriser les frais généraux, et puis bien maîtriser l'endettement aussi, hein, éviter de se retrouver trop endetté. Voilà, donc en définitive, les leviers sont simples, hein, c'est soit augmenter les produits ou diminuer les charges. Alors, cette analyse de la profitabilité, pour conclure, on va pouvoir la mener sur des grands sites internet. Donc, je vous ai déjà longuement parlé du site Papers. Hein. Donc, si on reprend notre société alsacienne, hein, dont on a déjà parlé, la société Kuhn, très connue, hein, donc Papers nous donne un certain nombre d'indicateurs. Hein, donc on retrouve, donc là on voit que c'est plutôt pas mal hein, chez Kuhn. On voit la tendance ici hein, sur le chiffre d'affaires. On voit que bah, classiquement il y a souvent un creux hein, au niveau du Covid hein, en 2020. Petite érosion quand même ici hein, sur les ventes. On voit une chute spectaculaire. Hein. Ils ont perdu 100 millions d'euros hein, entre 2023 et 2024. Mais on voit que l'entreprise reste très largement profitable. Hein. Donc elle a réussi à maintenir un niveau de résultat très important malgré la baisse de ce chiffre d'affaires. Hein. Donc ici, vous avez déjà un peu une tendance au niveau des ventes et au niveau du résultat. Et puis, Papers nous donne les différents soldes intermédiaires. Hein. Donc on retrouve ici la marge, donc le chiffre d'affaires, la marge brute. On retrouve ici le BE, hein, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat net. Et on retrouve également la CAF, la capacité d'autofinancement. Oui, donc c'est tout à fait intéressant. Malheureusement, attention warning, la plupart de ces indicateurs, enfin plus exactement près d'un tiers de ces indicateurs financiers sont faux. Hein. Donc j'ai fait une vidéo spéciale que je vous invite vraiment à aller voir donc qui permet de comprendre un peu les problèmes que posent ces indicateurs. Hein. Donc, on a à disposition un certain nombre d'indicateurs gratuits, mais malheureusement, euh, ils ne sont pas toujours fiables, en fait. Hein. Il y a des gros problèmes au niveau des calculs.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la profitabilité d'une entreprise. Donc, lors de la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser. What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the untenable, Public Enemy #1.